Nouvelle édition de Micro Sachant. Aujourd'hui, je reçois Barthélémy Courmont, professeur à l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Et ensemble, on va prendre la direction de Taïwan, ce petit État insulaire qui jouxte la Chine et qui, à certains égards, peut faire penser à la situation actuelle en Ukraine. Donc on va essayer de voir aujourd'hui s'il est possible que la Chine emboîte le pas à la Russie et envahisse Taïwan. Bonjour Barthélémy Courmont. Alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on rentre dans une éventuelle comparaison entre l'Ukraine et Taïwan, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est Taïwan et ce qu'elle représente pour la Chine ? Taïwan, déjà, pour commencer, c'est un petit pays, au sens littéral du terme, avec seulement 23 millions d'habitants et une superficie qui est comparable à l'équivalent de la Belgique plus le Luxembourg. Donc, c'est une petite entité qui est séparée de la Chine continentale par un détroit, le détroit de Taïwan, qui est large de 200 ou 250 kilomètres au plus large, donc assez restreint. Et puis donc, vous avez de l'autre côté de ce détroit cette immense Chine avec une population de 1,4 milliard d'habitants et puis un territoire qui est tout à fait considérable. Donc un rapport de force qui est tout à fait déséquilibré. Alors qu'est-ce que Taïwan ? Eh bien c'est résumé dans le nom officiel en fait de Taïwan. À Taïwan, ce n'est qu'une identification géographique. Le nom officiel, c'est la République de Chine. Et en fait, Taïwan, c'est ce qu'il reste de la République de Chine qui naît après la Révolution chinoise de 1910 et qui, d'ailleurs, paradoxalement, à l'époque, ne concerne pas l'île de Taïwan qui était possession japonaise, qui était une colonie japonaise et qui n'est rétrocédée à la Chine qu'en 1945. Et en 1949, 4 ans plus tard seulement, la révolution communiste chinoise, avec l'arrivée au pouvoir de Mao Tse-tung à Pékin, se traduit par un repli sur cette île qu'est Taïwan, du gouvernement de Chiang Kai-shek, le président de la République de Chine, qui devient donc un gouvernement non pas en exil, mais confiné à ce petit territoire qu'est Taïwan. Et de fait, depuis 1949, la République de Chine et la République populaire de Chine, donc ce qu'on appelle communément la Chine, se renvoient dos à dos, sont en situation de rivalité et surtout ne se reconnaissent pas mutuellement. Donc nous avons deux Chines qui cohabitent parfois difficilement et qui sont l'objet depuis maintenant plus de 70 ans de tensions qui vont un petit peu émailler cette relation complexe. Donc d'une certaine manière, Taïwan, c'est l'autre Chine, avec ses spécificités, avec son histoire, avec sa population, avec aussi et peut-être surtout la démocratie. Puisque, entre-temps, Taïwan évolue vers un système démocratique dans les années 1980. Et donc, en plus d'être une entité rivale de la Chine continentale, Taïwan est aussi un rival politique, voire idéologique, avec ce modèle démocratique qui, aujourd'hui, est évidemment la plus grande distinction peut-être avec la Chine continentale. Alors, on a observé ces derniers mois des incursions de l'armée chinoise à Taïwan. Qu'en est-il aujourd'hui de ces incursions ? Quel est l'état des lieux sur le plan militaire ? Il faut savoir d'abord que les tensions entre les deux entités sont anciennes, comme je l'ai dit, et se sont traduites à plusieurs reprises par des incursions chinoises ou des tentatives d'incursion chinoises, et puis même des situations conflictuelles, notamment dans les années 1950, quand la Chine va reprendre des petits groupes d'îlots qui sont à proximité immédiate des côtes chinoises et qui étaient sous contrôle taïwanais. Et donc, on a eu des situations de guerre déjà entre Taïwanais et Chinois à cette époque, mais qui étaient, je dirais, confinées à un certain nombre de territoires. On observe de manière, je dirais, constante depuis la séparation de 1949, dans le discours officiel de Pékin, cette espèce d'appel à la réunification, y compris par la force, si nécessaire. Et c'est un discours qui finalement a été maintenu tout au long de l'histoire de la Chine, et notamment en parallèle à son décollage économique avec les effets que l'on sait aujourd'hui. Alors, au cours des derniers mois, voire même des dernières années, puisqu'on peut dire qu'il y a un avant et un après 2016, peut-être côté chinois, 2016 coïncidant avec l'arrivée au pouvoir d'une nouvelle présidente à Taïwan, démocratiquement élue, Madame Tsai Ing-wen, et Pékin ne se satisfait pas de cette présidence et va dès lors exercer
exercer des pressions plus importantes sur Taïwan, avec notamment, comme vous l'avez mentionné, une multiplication d'incursions dans à la fois l'espace aérien taïwanais et puis les eaux territoriales de Taïwan. Donc on va voir ces provocations à répétition. Donc le discours, il est tendu, mais il l'a toujours été. Il n'y a pas d'évolution, je dirais, sémantique de ce point de vue. En revanche, ce qui change, c'est des pressions de plus en plus fortes de la part de la Chine qui cherche d'une certaine manière à tester les réponses et les réactions de Taïwan. Alors on sait évidemment que récemment Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine, situation qui semble assez similaire finalement. Est-ce qu'on peut légitimement penser que la situation en Ukraine est comparable avec celle de Taïwan? Et est-ce que l'invasion russe ne va-t-elle pas encourager la Chine à accélérer dans sa démarche d'agressivité vis-à-vis de Taïwan? Alors, c'est une question évidemment très importante et que les Taïwanais ne manquent pas de se poser à l'heure actuelle, pour des raisons légitimes. Alors, sur le premier volet de votre question, à savoir est-ce que c'est similaire, je vous répondrai par la négative. Non, ce n'est pas la même situation. D'abord parce qu'il y a, contrairement à l'Ukraine et la Russie, une absence de reconnaissance diplomatique réciproque. Donc, on est dans une situation qu'on qualifierait d'une certaine manière de pire que la situation entre l'Ukraine et la Russie il y a encore quelques jours. Cependant, c'est une situation avec laquelle on a depuis longtemps appris à vivre. On s'en est accommodé de part et d'autre. Et il faut savoir que, en parallèle à ces gesticulations, parfois militaires, et ce discours qui est très menaçant de la part de Pékin, vous avez une intensification des échanges économiques et commerciaux entre Taïwan et la Chine, qui d'ailleurs va jouer un rôle très important dans le développement économique de la Chine et qui va créer une forme d'interdépendance. Et cette interdépendance économique va, à bien des égards, éloigner le spectre d'une confrontation qui serait à somme nulle, à zéro vainqueur. Et c'est peut-être l'élément le plus rassurant dans cette crise, à savoir que personne, d'une certaine manière, côté chinois ou côté taïwanais, n'a véritablement intérêt à se lancer dans un conflit aux conséquences de toute façon négatives, parce que Taïwan perdrait bien évidemment cette guerre, donc Taïwan disparaîtrait d'une certaine manière, mais de son côté, Pékin perdrait également très gros, puisque Pékin perdrait ce soutien, cette relation très forte et d'une certaine manière cette ouverture au monde que peut aussi lui apporter Taïwan. Donc on va évidemment là voir des distinctions très nettes avec le cas de l'Ukraine. Ajoutons par ailleurs que contrairement à la situation en Ukraine, il n'y a pas de situation de population revendiquant de quelconque droit, que ce soit en Chine ou à Taïwan, enfin surtout côté taïwanais. En Chine, on sait que c'est une autre affaire avec les minorités, mais elles ne sont pas directement liées à Taïwan. À Taïwan, il n'y a pas de population, de minorité qui est pro-chinoise. Vous avez un discours parfois conciliant vis-à-vis de la Chine continentale, mais vous n'avez pas, comme on avait des pro-russes en Ukraine, dans le Donbass notamment, des factions de la population taïwanaise qui sont favorables à un rapprochement avec la Chine. Au contraire, les Taïwanais sont unis pour mettre en avant leur souveraineté à la fois territoriale et politique face à la Chine. Et donc, on a vraiment une coexistence de facto de deux États qui sont totalement indépendants et qui n'ont pas la moindre connexion de ce point de vue. Donc ça, c'est une différence qui est quand même majeure. Maintenant, sur la deuxième partie de votre question, qui est là plus sur les opportunités chinoises ou les idées qui pourraient germer côté chinois, il y a évidemment, de manière assez probable, des inquiétudes à avoir. On constate avec cette crise ukrainienne une très grande difficulté à avoir d'abord pu prévenir cette escalade et cette invasion, et puis deuxièmement, à trouver des bonnes réponses. Et moi, ce qui me sidère à titre personnel, c'est l'impuissance du monde occidental qui se contente finalement d'apposer des sanctions qui sans doute ne serviront à rien, et puis de vendre des armes ou de donner même des armes aux Ukrainiens qui ne feront d'une certaine manière que de prolonger leur souffrance et le conflit sans leur permettre finalement de résister davantage, et puis qui surtout pourraient finir dans de très mauvaises mains. Donc on voit clairement que l'Occident se montre impuissant. C'est une mauvaise nouvelle, bien évidemment. Les grandes démocraties n'ont pas été capables de prévenir ce genre de situation. Et ça peut donner des idées à la Chine, et notamment à l'implication américaine. Je dirais que la pierre angulaire de la sécurité taïwanaise, c'est la relation avec les États-Unis,
qui va être scellé par un certain nombre d'accords, et notamment ce que l'on appelle le Taiwan Relations Act, qui est une résolution du Congrès américain de 1979, qui stipule que dans le cas d'une agression chinoise à Taïwan, les États-Unis apporteront leur contribution militaire, et donc entreront en guerre tout simplement contre la Chine. Bon. On est en droit désormais de s'interroger sur le caractère effectif d'une telle implication américaine. Et donc, côté chinois, il est évident que vous avez des va-t-en-guerre, comme partout, qui se disent aujourd'hui, finalement, est-ce que la crise ukrainienne ne nous montre pas que l'Occident est désarmé et n'est pas capable d'intervenir, et par conséquent, ce que les Russes sont capables de faire, on pourrait être capable de le faire à Taïwan. Donc, il y a de manière légitime des inquiétudes à avoir de ce côté. Cependant, et je terminerai sur ce point, il ne faut pas non plus partir du principe que ces va-t-en-guerre chinois sont au pouvoir ou en position de force. Ils doivent cohabiter avec des esprits un petit peu plus modérés, un petit peu plus sages et pragmatiques d'une certaine manière, qui partent du principe que cette invasion serait de toute façon désastreuse pour la Chine. Donc, ce qui va finalement nous permettre de garantir ou d'espérer une garantie de sécurité dans le détroit de Taïwan, ce n'est pas tant le soutien américain, qui peut être discutable et qui est aujourd'hui discuté, que la réalité de la relation entre Taïwan et la Chine, qui est plus forte. Si une invasion a lieu, vous l'avez dit, les États-Unis prendraient part au conflit. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il s'étendrait à davantage d'acteurs que les États-Unis? Est-ce qu'il y aurait d'autres acteurs qui seraient impliqués dans ces tensions? Alors, il y a effectivement ce soutien américain que j'ai évoqué, mais qui reste encore une fois, je dirais, suspendu au bon vouloir du chef de l'État américain, donc du président des États-Unis. D'ailleurs, on se souvient que le dernier grand épisode de tension forte entre Taïwan et la Chine, c'était en 2005, quand la Chine adopte une loi anti-sécession, qui stipule que si Taïwan déclare son indépendance, alors ce qui, on l'a compris, de facto ne veut rien dire, mais en gros qu'on n'existe plus en tant que République de Chine et donc on cherche à se démarquer de manière définitive de la Chine. Donc si Taïwan franchit ce cap, la Chine pourrait avoir recours à l'invasion, et donc à ses forces armées. Et il est intéressant de constater qu'à l'occasion de cette crise, les États-Unis mettent en garde Taïwan sur le fait que leur soutien militaire pourrait être reconsidéré à partir du moment où les provocations viendraient de Taïwan. Et donc déjà, quand on s'interroge sur la fiabilité tout simplement de ce soutien américain, on constate qu'il n'est pas si automatique que cela et qu'il doit tout simplement être repensé en toutes circonstances. Donc voilà, les États-Unis, oui, mais selon un contexte qui reste à définir. Il y a effectivement du côté de Taïwan la recherche d'autres partenaires au cas où la situation se désagrège. Ces dernières années, on a vu le Japon se montrer de plus en plus engagé sur la question de la défense éventuelle de Taïwan, et donc ça pourrait être un allié de poids pour essayer de contrer une hypothétique en tentative d'invasion chinoise. On a vu également Taïwan se rapprocher très fortement de pays d'Asie du Sud-Est, notamment le Vietnam, mais aussi l'Indonésie, qui sont des acteurs qui, eux aussi, s'inquiètent, à juste titre sans doute, des velléités chinoises dans cet espace régional, et ont apporté un soutien, parfois timide, mais qui, malgré tout, peut être la base de quelque chose à Taïwan face à la Chine. Donc, il y a, au niveau régional aussi, un certain nombre d'acteurs qui, sans doute, n'accepteraient pas, tout simplement, une invasion chinoise. Et puis, il y a un autre aspect, c'est l'importance économique de Taïwan. Taïwan est un petit pays, comme je l'ai dit, mais c'est une économie importante. C'est le 21e PIB mondial. Et puis, c'est surtout le lieu de production d'environ la moitié des semi-conducteurs. Et donc une importance qu'on qualifiera de stratégique dans un certain nombre de domaines, et qui ne peut pas laisser indifférent un certain nombre d'acteurs, y compris l'Union européenne. Et donc, on peut imaginer tout à fait, dans le cas d'une escalade, des pays européens, et pourquoi pas la France, monter au créneau pour apporter un soutien d'abord dans le discours, et puis peut-être davantage à Taïwan. Donc, Taïwan n'est pas seul, d'une certaine manière, mais cela dépendra, si escalade il y a, bien évidemment, et on ne le souhaite pas, cela dépendra de la situation, du contexte, et de comment est-ce que ces différents acteurs se positionneront.
Alors vous parlez là des soutiens de Taïwan. Maintenant du côté de la Chine, alors on voit en ce moment que les relations, par exemple entre la Chine et la Russie, bougent beaucoup. Est-ce que il est possible que la Russie devienne une alliée de la Chine, ou plutôt que si la Chine envahit Taïwan, la Russie se positionne en soutien de la Chine? Alors, en soutien logistique et militaire, c'est-à-dire en participant aux opérations, ça me semble hautement improbable. Les deux pays sont des partenaires, mais ne sont pas des alliés. Donc, c'est quelque chose qui, à mon avis, est à écarter. En revanche, il est presque acquis que la Russie soutiendra, je dirais, diplomatiquement cette initiative chinoise, en arguant du fait que Taïwan fait partie de la Chine, enfin bref, les arguments que l'on retrouve dans un certain nombre de discours, y compris dans des mouvements politiques, et notamment ici en France. Et donc, on peut évidemment s'attendre à un soutien de la part de la Russie qui va laisser faire, comme la Chine, d'une certaine manière, laisse faire l'invasion de l'Ukraine en refusant de condamner officiellement et en se contentant de déplorer une escalade et d'appeler à la retenue des différents belligérants. Donc, ce sera un petit peu le même ton. Mais en fait, on voit derrière cela une réalité qui est celle de la relation entre Pékin et Moscou, qui est devenue une relation asymétrique entre la Chine, qui pèse lourd et qui est devenue indispensable à cette relation, en particulier dès lors que les sanctions contre la Russie se renforcent, et puis la Russie qui est dépendante de la Chine. Et donc, évidemment que la Russie n'a pas le pouvoir aujourd'hui de pouvoir s'opposer à un certain nombre de velléités chinoises ou d'avancées chinoises. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'il faudra suivre dans les prochaines années, puisqu'on se rend compte qu'on n'est pas dans une relation de partenariat stratégique, on n'est pas dans une relation d'alliance, mais on est dans une relation qui crée de plus en plus de dépendance pour Moscou. Et cela peut poser un certain nombre de problèmes dans tout simplement la marge de manœuvre de la Russie face aux ambitions chinoises. Très bien, merci Barthélémy Courmont de nous avoir partagé votre grille de lecture et merci à vous qui nous avez regardé d'avoir suivi cet entretien.